Dans l'actualité ce soir, la mort de Claude Lévi-Strauss, philosophe, anthropologue. Il s'était passionné pour les sociétés humaines et il était considéré comme l'intellectuel français le plus influent dans le monde. Nous verrons pourquoi. Claude Lévi-Strauss avait 100 ans. Des coups de griffe et quelques confidences. Jacques Chirac publie le premier tome très attendu de ses mémoires. Il n'épargne ni Valéry Giscard d'Estaing ni Édouard Balladur et décrit un Nicolas Sarkozy empressé et nerveux. Extrait et réaction dans un instant. La cacophonie monte d'un cran à droite. Le conseiller de la présidence Henri Guénaud contredit ouvertement Éric Woerth sur le grand emprunt. L'Élysée trouve un compromis pour ménager Ramayad sur la question du salaire des sportifs. Nous serons en direct avec Michael Darmon. Marseille envahie par des milliers de tonnes d'ordures. Depuis 5 jours, le ramassage n'est plus assuré suite à un conflit social. Les riverains sont excédés et on le verra, les élus menacent de porter plainte. Une page santé, pour la première fois, une campagne est lancée contre les dangers du blanchiment de la peau. Les dégâts peuvent être irréversibles. 20% des femmes d'origine africaine vivant à Paris seraient concernées. Enfin, il y aura demain 1 an tout juste que Barack Obama a été élu président des États-Unis. Quel bilan? Faut-il parler de déception? On fera l'inventaire point par point des aspects positifs et négatifs. Bonsoir et bienvenue à tous. Le dernier géant de la pensée, un homme qui a bouleversé la perception des sociétés. Les hommages sont très nombreux ce soir après l'annonce de la mort de Claude Lévi-Strauss. Pour ceux qui le connaissaient mal, son principal apport aura été de mettre en évidence ce que les communautés humaines ont en commun, des tribus amazoniennes aux sociétés développées. Daniel Wolfram. Vous me permettrez de saluer. Inauguration du musée du Quai Branly, juin 2006. Joie et respect, la présence de Claude Lévi-Strauss. Le grand amphithéâtre va porter son nom, l'instant est solennel. Une sorte d'hommage national pour une œuvre initiée 70 ans plus tôt sous les tropiques. L'Amazonie, tout commence par là. Un peu par hasard, Claude Lévi-Strauss, jeune prof de philo, accepte en 1935 un poste à l'université de São Paulo. Il aurait pu aller ailleurs. Son expédition à l'intérieur du Brésil va bouleverser sa vie et sa carrière. Au contact des Indiens, le philosophe se mue en ethnologue. 20 ans plus tard, ce voyage initiatique deviendra Triste Tropique, une introspection mêlée à l'étude des populations indiennes. Dès la première ligne, le livre révèle une personnalité ironique et paradoxale. Je hais les voyages et les explorateurs, et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions. Jamais je n'aurais osé écrire Triste Tropique, c'est-à-dire un livre où je dis tout ce qui me passe par la tête sans me soucier de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Oui. Si je pensais à l'époque que j'allais faire une carrière universitaire. Et pourtant, quelle carrière il a eue. Fils d'un artiste, élevé comme ces jeunes bourgeois de l'époque dans l'amour des lettres et des arts, lycée Janson de Sailly à Paris, licence de droit, la Sorbonne pour la préparation de l'agrégation de philo, avant le départ au Brésil. En tout, Claude Lévi-Strauss consacrera 50 années de sa vie à l'enseignement public. Seule interruption, elle est de taille, le régime de Vichy le révoque, lui, le juif alsacien, dès 1940. C'est l'exil donc, pour l'Amérique. Au cours du périple, il croise André Breton. C'est le début d'une complicité avec les surréalistes en exil, mais à New York, il fera une rencontre autrement plus décisive, celle du linguiste Roman Jakobson. À son contact, il découvre le structuralisme, un terme complexe qui va révolutionner l'ethnologie. Au fond, le structuralisme, c'est ça. C'est en face d'objets très compliqués, de se dire nous n'essayerons pas de décrire ces objets dans les moindres détails parce que nous n'y arriverions jamais. Une vie ne serait pas suffisante pour décrire 1 heure de la vie d'une société humaine de 50 personnes. N'est-ce pas? Mais nous essaierons de comprendre quelle est la différence entre cette société et une autre société. Et nous nous apercevons que si chacune de ces sociétés prises à part est très compliquée, en réalité, la différence entre elles, la relation entre elles peut être plus simple. Et dans ces relations, des points communs peuvent apparaître. Des interdits. Exemple, le tabou de l'inceste. Le retentissement sera mondial. Son œuvre entière découlera de ce long travail d'observation. Sur la fin de sa vie, il déplore un monde globalisé, où toutes les cultures deviennent semblables. On peut se dire, en tout cas, c'est un vœu pieux, qu'au moment où nous craignons une uniformisation universelle, on soumet sourdement
de nouvelles différences commencent à apparaître, que nous ne percevons même pas, mais que nos héritiers, nos petits héritiers percevront, comprendront, et je l'espère, seront exploités. Pourquoi pas donc la renaissance des cultures, elle couve sous les cendres, à l'image de ces civilisations prises en photo par lui-même lors de ses premières expéditions. Il en avait sélectionné 6 clichés à la fin de sa vie, en guise de testament. Et les obsèques, on l'a appris également, de Claude Lévi-Strauss ont eu lieu aujourd'hui même à Lignerolles en Côte d'Or. C'est ce qu'ont indiqué ses proches. Deuxième titre de l'actualité, elles étaient attendues. Le premier tome des mémoires de Jacques Chirac ne va sans doute pas décevoir. Ce que beaucoup retiennent d'ores et déjà, ce sont les portraits sans langue de bois des uns et des autres. Extraits et réactions avec Alexandre Cara et David Fossard. Une vie politique qui commence en noir et blanc et qui s'achève 40 ans plus tard au plus haut sommet de l'État. Ce sont les mémoires d'un homme d'État, les souvenirs aussi d'un homme tout court. Sa jeunesse, sa formation, ses premiers pas aux côtés de celui qui, plus qu'un modèle, est un père spirituel, Georges Pompidou. Pourtant, dans ce livre, les adversaires politiques sont souvent plus présents que les amis. 1974, le voilà Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing à 42 ans. La mésentente entre les deux hommes est notoire. Dans le portrait qu'il dresse de VGE, c'est l'ironie qui l'emporte. J'ai très vite compris que dans son échelle des valeurs, il y avait lui-même tout en haut, puis plus rien, et enfin moi, très en dessous. 1986, l'heure de la cohabitation. Premier ministre de François Mitterrand, il ne cache pas son admiration pour celui qui restera le plus redoutable des adversaires. Salut l'artiste, m'est-il arrivé de penser en assistant à quelques-unes de ses prestations. Jacques Chirac est passé de la confrontation directe, frontale et musclée à une admiration presque affectueuse pour François Mitterrand. 1994, la fin d'une amitié de 30 ans. Édouard Balladur est candidat à l'élection présidentielle. Jacques Chirac se sent trahi. Sceptique par nature, Édouard Balladur est un calculateur froid. J'avais confiance en Édouard Balladur, je n'aurais jamais d'explication d'homme à homme avec lui. Avec Édouard Balladur, au fond, c'est une tragédie. La dimension humaine, et même si Chirac ne le dira jamais, la déception personnelle de 93-95 est nécessairement plus forte. Les sentiments et les confrontations sont toujours plus violentes quand ça se passe en famille. Dans ce livre, il y a encore l'homme, ses confidences, parfois ses blessures. Jacques Chirac n'a jamais caché son peu de sympathie pour Jean-Marie Le Pen. En 1987, une photo volée montre une poignée de main entre les deux hommes. 20 ans après, il cherche toujours à se justifier. Le Pen m'a piégé, je rentre de la plage. Ce jour-là, quand je vois surgir devant moi un homme me lançant un « Bonjour Monsieur Chirac », je n'ai d'abord pas reconnu celui dont j'étais en train de serrer la main. Tout le monde connaît Claude, mais il y a l'autre fille de Jacques Chirac, Laurence. Un drame familial, des doutes paternels aussi, pour la première fois exprimés. Ma fille Laurence, atteinte d'anorexie mentale, n'ai-je pas été assez présente pour elle? Enfin, il y a Bernadette, la femme d'une vie, un couple décidément atypique. Bernadette a son franc-parler et ses opinions peuvent être tranchantes, parfois trop à mon goût, surtout quand elles me concernent. Le 7 mai 1995, Jacques Chirac entre à l'Élysée, mais c'est une autre histoire, il faudra attendre le tome 2 pour la connaître. La politique encore avec cette question, que se passe-t-il dans la majorité? Depuis quelques jours, c'est la cacophonie, taxe professionnelle, montant de l'emprunt ou rémunération des sportifs. Sur ce dernier sujet, Ramayad a été vivement critiqué par ses collègues, y compris François Fillon. Certains ont quasiment appelé à sa démission. Eh bien, Nicolas Sarkozy vient de trouver un compromis pour ménager sa secrétaire d'État au sport. Jeff Wittenberg, Samuel Humez. Et une nouvelle controverse dans la majorité sur le terrain inattendu des stades. La semaine dernière, l'Assemblée vote la fin du DIC, le droit à l'image collective, autrement dit un système d'exonération pour les clubs. Bref, c'est la fin d'un arbitrage fiscal pour les sportifs de haut niveau. Roselyne Bachelot, la ministre des Sports, approuve, mais surprise, Ramayad fait entendre sa différence. Cette suppression serait très dangereuse car elle nuirait immédiatement et de manière durable à la compétitivité du sport français. Xavier Bertrand, numéro 1 de l'UMP, pense la même chose et le dit, mais c'est Ramayad qui se fait tacler par 2 joueurs de sa propre équipe.
faire quand on n'est pas d'accord avec la politique qui est menée par le gouvernement. C'est simple, ou on ferme sa gueule ou on démissionne. Vous connaissez cet adage. Il y a quand même une hiérarchie dans le gouvernement. Le ministre des Sports, c'est le patron du secrétaire d'État au sport. Et carton jaune décerné par le patron tout court ce matin devant les députés UMP. J'ai naturellement fait savoir à la secrétaire d'État ce que je pensais de la méthode qui consiste à se désolidariser de son ministre. Il faudra en tirer les conséquences au moment venu. On croit la partie terminée, mais Nicolas Sarkozy annonce une mission sur la rémunération des sportifs de haut niveau. Une façon de ne pas désavouer Ramayad, donc si l'on comprend bien, de recadrer un peu François Fillon. Il y a sans doute dans cette affaire un manque de débat interne au gouvernement pour que ça n'explose pas en public, mais que ce soit réglé avant. Ce genre de situation me semble être des situations qui devraient être désamorcées avant et pas après. Derrière cette nouvelle polémique sur fond de joutes sportives, la majorité a une nouvelle fois marqué contre son camp. Et un peu plus tôt dans la journée, ça n'est pas si fréquent, un conseiller de l'Élysée, Henri Guénaud, a vivement critiqué un ministre, celui du budget, Éric Woerth, sur le montant de l'emprunt. Henri Guénaud souhaiterait que le montant approche les 100 milliards et demande, je cite, plus de maturité et de dignité. Alors c'est un couac de plus. Bonsoir Michaël Darmon, vous êtes en direct à l'Élysée. Comment expliquer cette zizanie à répétition ? Écoutez, puisqu'officiellement Nicolas Sarkozy aime le débat, eh bien le voilà servi. En fait, depuis quelques jours, c'est comme si une boîte de Pandore s'était ouverte à droite où se mêlent divergences politiques et rancœurs personnelles. Si on l'a vu ce matin, François Fillon qui tacle Ramayad et Henri Guénaud sur des sujets différents, mais c'est aussi le club des anciens premiers ministres qui fait la résistance sur la taxe professionnelle. Jean-Pierre Raffarin comme Alain Juppé contestent les modalités de cette suppression. Nicolas Sarkozy a dûment chapitré ce matin d'ailleurs Jean-Pierre Raffarin sur la méthode de cette prise de position, sans oublier bien entendu Dominique de Villepin, toujours en guérilla contre Nicolas Sarkozy. Alors, autour du chef de l'État, on précise, on souligne que malgré les difficultés, les textes ont toujours été votés, mais force est de constater qu'à mi-mandat, ceux qui jusqu'à présent contestaient à voix basse les orientations de Nicolas Sarkozy le font désormais ouvertement. Michaël Darmon à l'Élysée, merci Michaël. En bref encore, sachez que le bureau du Sénat a décidé de lever l'immunité parlementaire du sénateur polynésien Gaston Floss, mis en cause dans une affaire de détournement de fonds et de corruption. Gaston Floss, 78 ans, surnommé l'insubmersible, peut donc être placé en détention provisoire à tout instant. La crise à Marseille, la deuxième ville de France, est envahie par des milliers de tonnes d'ordures. Depuis 5 jours, le ramassage n'est plus assuré suite à un conflit social. Les riverains sont excédés, les élus menacent de porter plainte. Sur place, Isabelle Stess, Christophe Larocca. Pas facile de se frayer un passage dans les rues de Marseille aujourd'hui. Les problèmes qu'on ne peut pas circuler, que ça sent mauvais et qu'on ne sait plus où mettre les poubelles. Des tas d'immondices qui pourrissent ainsi en plein centre-ville, au pied des habitations et des commerces. 5 jours que cela dure et les Marseillais n'ont plus d'autre choix que de jeter leurs poubelles juste devant leur porte. Les poubelles là, les bennes pleines et les rats qui sortent de partout. Franchement, c'est une honte. Vous êtes gêné par les odeurs? Absolument, oui, oui. En haut. Les riverains, bien sûr. J'habite en haut, ça pilule, ça pue. Oh, des souris vont monter chez moi maintenant. Ah oui, c'est normal. La nuit, je dors pas. Mon fils m'a vu voir les souris qui montent. C'est grave là. La centaine d'agents de la société privée chargée de la collecte des ordures a cessé le travail pour protester contre le transfert de compétences au public. La communauté urbaine parle de prise d'otage des 870 000 Marseillais. Tous les 6 mois, c'est comme les transports, ils sont toujours en grève. On n'a plus de clients, il n'y a personne qui vient prendre des sandwichs, il n'y a plus de clients, on ne travaille plus. C'est pour ça. On aimerait bien qu'ils ramassent. Ce sont 1600 tonnes d'ordures qui sont ainsi déversées chaque jour dans les rues de la ville. Et pour l'instant, il n'y a aucun accord en vue entre les salariés chargés de la collecte et la communauté urbaine de Marseille. Et puis une décision très attendue en Bretagne et ailleurs. Sachez que l'État admet sa responsabilité dans la prolifération des algues vertes. Il a renoncé en effet à faire appel de sa condamnation en 2007 par la justice administrative. Décision annoncée dans notre journal de 13h et qui aura bien sûr des répercussions financières, notamment sur la prise en charge de la dépollution.
La santé, le sujet aurait sans doute inspiré Claude Lévi-Strauss. Pour la première fois, une grande campagne est lancée pour mettre en garde contre les dangers du blanchiment de la peau. C'est la mairie de Paris qui en est à l'initiative. Il faut dire que la mode des crèmes éclaircissantes ne se dément pas. Regardez ces chiffres. Les autorités estiment que 20% des femmes d'origine africaine ont recours à ces procédés de blanchiment. Or, cette pratique peut être dangereuse, avec parfois des séquelles irréversibles. Perrine Bonnet, Laurence Diop, Alain Locasio. Janet Jackson, la chanteuse Rihanna ou Beyoncé. Voilà les icônes noires qui font rêver les adolescentes. Des stars au teint plutôt clair que l'on n'hésite pas à blanchir un peu plus à la une de certains magazines. Pour leur ressembler, Aminata Mbaye, jeune chef d'entreprise, a longtemps éclairci sa peau. Son témoignage est rare, le sujet tabou. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Et au bout d'une semaine, on a trouvé que j'avais bonne mine, je me suis embellie, j'étais plus voilà, éclatante, plus gaie. Voilà, je faisais envie. Pendant cette période, 14 ans de sa vie, elle fabrique des potions, comme elle dit, pour se blanchir. Les produits de défrisage, par exemple du Revlon sur la peau, il y a la soude dedans. Du javel, d'autres se lavent avec du javel. Voilà, il y a plein de pratiques, chacun fait à sa sauce. Ces magasins du 20e arrondissement de Paris regorgent de produits éclaircissants, plus inoffensifs que la javel, mais inefficaces. Le vrai danger vient de ces crèmes saisies en grande quantité par les douanes françaises cet été. Elles contiennent une molécule interdite en Europe, l'hydroquinone, utilisée normalement dans l'industrie du caoutchouc. Une crème dangereuse qui circule sous le manteau en plein Paris. Notre journaliste, muni d'une caméra cachée, trouve à en acheter sans difficulté. Tu prends ton truc C3 là, mais tu le mets le soir. Tu vois, non. Et le matin, tu mets rien, tu mets une crème normale. Oui, mets dans ta poche, cache à ta poche. Mais il y a quoi là-dedans? Non, t'inquiète pas, ça fait des années qu'on le vend, tout le monde en met, ils n'ont rien. Et pourtant, ces photos montrent le contraire. Des peaux tachées, brûlées à vie par l'hydroquinone. On a des tas de petits boutons qui surviennent, qui ne sont pas une acné habituelle. Surtout, on voit à la racine des membres les larges vergetures qui, même parfois, peuvent éclater. Dans le cas de grossesse, par exemple, on a des ruptures de vergetures. Aminata Mbaye a eu elle aussi quelques soucis de santé. Elle a aujourd'hui tout arrêté et se trouve plus jolie que jamais. L'actualité à l'étranger, on a souvent évoqué ces derniers temps le débat sur le port du niqab en France, ce voile intégral qui ne laisse apparaître que les yeux. Eh bien, il est très vif aussi ce débat dans certains pays musulmans. L'Égypte se déchire en ce moment sur le sujet. Le gouvernement souhaite proscrire le niqab au lycée ou à l'université, mais il fait face à une très forte opposition. Dorothée Oliéric. Très peu répandu il y a une dizaine d'années, le port du niqab est en train de se banaliser en Égypte. Le voile intégral, qui ne découvre que les yeux, séduit de plus en plus de femmes. Le business est florissant. Chaque jour, on a une vingtaine de clientes qui achètent un ou plusieurs niqabs. Selon une étude officielle, près de 2 Égyptiennes sur 10 porteraient aujourd'hui ce voile intégral, plus encore à la campagne qu'à la ville. Et c'est sans doute ces chiffres qui ont fait réagir le Cheikh d'Al-Azhar, dont l'institution se veut la vitrine d'un islam modéré. En visite à l'université il y a quelques semaines, il avait été choqué de voir une jeune fille de 12 ans porter le niqab. Le Haut Conseil d'Al-Azhar a décidé d'interdire aux étudiantes et aux professeurs le port du niqab à l'intérieur des classes de filles où les enseignantes sont des femmes. Pour une partie de la société égyptienne, cette décision est vécue comme une déclaration de guerre. Et la polémique fait rage depuis en Égypte entre pro et anti-niqab. On ne porte pas le niqab pour des raisons politiques, mais pour des raisons religieuses. On ne gêne personne avec ce voile, c'est notre droit. Dans d'autres pays, les femmes ont le droit de choisir. On veut aussi cette liberté. Pour contrer la radicalisation d'une partie de la société, les autorités égyptiennes soutiennent le Cheikh d'Al-Azhar et l'interdiction du niqab à l'université. Et puis, bon nombre d'Égyptiennes rejettent également le niqab, préférant les paillettes d'un simple foulard qu'elles jugent plus en adéquation avec leur époque. En bref, encore à l'étranger, image de la première comparution de Radovan Karadzic devant le tribunal pénal international de La Haye. Jusqu'à présent, il avait refusé d'apparaître. L'ex-chef politique des Serbes de Bosnie, jugé pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité, a participé à un débat de procédure. Il pourrait décider de continuer à boycotter le procès.
En Afghanistan, la déclaration de foi d'Hamid Karzai après son élection, par défaut. Il promet de lutter contre la corruption, ce qui n'a pas été beaucoup fait en 8 ans de pouvoir. Et il tend la main une nouvelle fois aux talibans. Les talibans qui rejettent cette main tendue en estimant que le président n'est, je cite, qu'une marionnette aux mains des puissances occidentales. Et puis image spectaculaire mais sans gravité, ce geyser à San Fernando en Californie. Après la rupture d'un tuyau d'eau, il a fallu 3 heures pour réparer. Il n'y a eu aucun blessé. On reste aux États-Unis. Il y aura demain 1 an tout juste que Barack Obama a été élu président du pays. Souvenez-vous, un immense espoir. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Quel bilan? Et faut-il parler de déception? On va retrouver Alain de Chalvron en direct dans un instant à Washington. D'abord, voici l'inventaire, point par point, des aspects positifs et négatifs depuis 1 an. Alain de Chalvron. À peine installé à la Maison-Blanche, Barack Obama signe son premier décret, la fermeture du centre de détention de Guantanamo. Une promesse de campagne. Un délai est fixé, fin janvier 2010. Le décret est affiché pour les détenus. Les autorités du camp se préparent. Résultat, moins de 3 mois avant l'expiration du délai, plus de 200 détenus sont toujours là et personne n'en veut nulle part. Il faut s'y faire, Guantanamo ne sera pas fermé à temps. Un revers pour Barack Obama. Autre revers, l'Afghanistan. En mars, le président annonce une nouvelle stratégie. 6 mois plus tard, le général en charge sur place parle d'une possible défaite et demande des troupes supplémentaires. On évoque un nouveau Vietnam, pire qu'un revers, un cauchemar. L'Iran. Durant la campagne, le candidat Obama avait affiché une position originale, main tendue au régime des mollahs. L'idée même que de ne pas parler au pays en question serait une punition pour lui, c'est proprement ridicule. Un tabou de 30 ans brisé. On l'a beaucoup raillé, qualifié de naïf. Mais une fois élu, il a tenu bon contre vents et marées et ça paye. Déjà 2 réunions avec les Iraniens. Trop tôt pour dire si cela va aboutir sur le dossier nucléaire. Mais Barack Obama a montré une qualité, la persévérance, même lorsqu'il est seul contre tous. Sur le Proche-Orient, le chef de la Maison-Blanche, comme il l'avait annoncé durant la campagne, part très fort en recevant Benyamin Netanyahou. Il faut qu'on fasse des progrès sur les colonies. La colonisation doit cesser. Depuis, la colonisation continue. Rien n'a bougé, en dépit d'une rencontre à 3. Mais là encore, Barack Obama mise sur la persévérance. La persévérance, il en faut aussi pour l'économie. Élu alors que le pays s'enfonçait dans la pire crise depuis 1929, Barack Obama consacre toute son énergie dans un premier temps à faire passer son plan de relance. Il évite ainsi le naufrage total, la bourse reprend des couleurs, l'immobilier repart, la consommation aussi, mais le chômage continue d'augmenter. Mais c'est à la réforme du système de santé que Barack Obama a lié son sort. Depuis la fin du printemps, elle occupe l'essentiel de son temps. Il a multiplié les discours, les meetings, les interventions télévisées. Il s'est même adressé solennellement aux 2 chambres réunies en congrès. Je ne suis pas le premier président à défendre une réforme du système de santé, mais je compte bien être le dernier. Le temps des querelles est passé, fini de jouer, maintenant la saison de l'action est venue. Ce sera le test. Si le projet de loi passe d'ici la fin de l'année, on oubliera tout le reste, même les revers, même les cauchemars. Bonsoir Alain, vous êtes en direct à Washington. Il faut bien le dire, au-delà du bilan, c'est l'homme qui suscite des interrogations sur sa capacité à trancher, à décider. Oui, alors vous savez, son mode de fonctionnement est à l'opposé de Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre. En fait, Barack Obama, il aime prendre son temps, il recueille des avis divergents, il encourage la liberté de parole chez ses collaborateurs et prend sa décision lorsque le processus est arrivé à maturation. Alors c'est particulièrement caractéristique en ce moment sur l'Afghanistan où les militaires le pressent d'envoyer des renforts et lui multiplie les réunions. Il y en a déjà eu 6, 7, 8 à la Maison-Blanche et il dit qu'il se décidera lorsqu'il sera décidé tout simplement et tant pis pour les militaires. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu lent, un peu laborieux, et c'est vrai aussi que ça commence à susciter des critiques. On commence à dire qu'il n'arrive tout simplement pas à se décider. C'est pas tout à fait juste. Lorsque ce processus de décision est arrivé à maturation, eh bien, Barack Obama s'y tient et défend la décision âprement.
Alain de Chalvron à Washington. Merci Alain. Il est 20h22, restez avec nous. À suivre, les papillons verts peut-être en voie de disparition. Le lancement national de l'expérimentation du PV électronique a commencé aujourd'hui. Mode d'emploi dans un instant. Qui sont les royalistes aujourd'hui? Combien sont-ils? L'héritier de la couronne de France, le prince Jean d'Orléans, à 44 ans, on verra qu'il se dit prêt à régner. Enfin, à la découverte des surdoués du violoncelle, le concours Rostropovitch a commencé. 64 jeunes candidats sont en lice. Mais d'abord, la préparation d'un grand anniversaire pour l'Europe et pour le monde. Les 20 ans de la chute du mur de Berlin et la réunification des deux Allemagnes. À quelques jours de ce rendez-vous, Angela Merkel était en visite à Washington aujourd'hui. Fait rare, elle a eu le privilège de s'exprimer face au Congrès. Je sais et les Allemands savent à quel point nous vous sommes reconnaissants. À titre personnel, je n'oublierai jamais, a lancé la chancelière, très applaudie et qui a grandi, rappelons-le, en Allemagne de l'Est. Alors nous poursuivons aujourd'hui l'évocation de ce grand moment. Ce soir, vous allez découvrir l'homme qui a eu un rôle peut-être modeste mais décisif, le garde-frontière est-allemand qui a décidé, le premier, sous la pression populaire il est vrai, d'ouvrir une brèche dans le mur. Reportage Gérard Grisbeck, Didier Dahan. Au soir du 9 novembre, la barrière s'ouvre. C'est la première brèche dans le mur de Berlin. La décision a été prise par un seul homme, sans l'aval de sa hiérarchie. Il n'est responsable que du poste frontière. Cet homme, le voici, aujourd'hui sur ce même pont. Pour nous, les ordres n'avaient pas changé. Le mur devait rester fermé. J'ai pris la décision d'ouvrir la frontière pour éviter un bain de sang. Il faut dire que l'ambiance est électrique. La pression de milliers de Berlinois sur ce pont est difficile à contenir. Pour la première fois de sa vie, Harald Jäger a désobéi. Rentré chez lui, épuisé, encore bouleversé par ce qu'il vient de vivre, il raconte son aventure à sa femme. Quand je lui ai dit que je venais d'ouvrir la frontière, elle m'a répondu « Fiche-moi la paix avec tes bêtises ». 20 ans après, Harald Jäger parcourt l'Allemagne pour raconter cette nuit du 9 novembre. Il témoigne dans un livre qui est un best-seller, L'homme qui a ouvert le mur. Mais il veut rester modeste. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas né pour ça. Il n'y a aucune raison. Rien ne prédisposait Harald Jäger à prendre une telle décision. Garde frontière dès les années 60, il travaille pour la police politique. Au fil des ans, il perd ses illusions. La RDA expulse ses opposants moyennant de l'argent. Nous avons livré les personnes arrêtées comme s'il s'agissait de marchandises. Mais aucun État dans le monde n'a le droit de vendre ses habitants. Alors forcément, aujourd'hui, le bilan est douloureux. Parfois, j'ai honte d'avoir soutenu tout cela. Honte de l'avoir fait avec autant de force et de volonté. L'homme a eu beaucoup de mal à retrouver du travail. Aujourd'hui, il est gardien d'usine. Ironie du sort pour celui qui a gardé la RDA pendant si longtemps. En bref, le soulagement à Bruxelles et à Strasbourg. Le président tchèque Václav Klaus a ratifié le traité de Lisbonne. La République tchèque a été le dernier État membre à réserver sa réponse. Le traité entrera en vigueur le 1er décembre. Rappelons qu'il institue notamment un président pour l'Europe en lieu et place de la présidence tournante actuelle. La sécurité routière, voici sans doute ce qui nous attend. Le PV électronique est expérimenté à partir d'aujourd'hui dans plusieurs villes. Regardez ce chiffre qui fait toujours son effet. 40 millions de PV sont dressés chaque année en France, la moitié par des radars automatiques, les autres à la main. L'État veut ainsi simplifier avec ces PV électroniques la procédure de sanction. Explication Anne-Charlotte Inet. Fini les amendes version papier. Avec ce nouveau boîtier, les PV passent en mode électronique. Je rentre le véhicule, enfin l'infraction et le lieu où s'est produit le lieu des faits en fait. Et ensuite le véhicule et l'identité de la personne. L'objectif, gagner du temps dans le traitement des infractions. Mais pour les automobilistes verbalisés, c'est du pareil au même. Que ce soit avec papier ou sans papier, c'est pareil. Hein. Va falloir payer. Ben voilà. Seul avantage pour lui, il pourra désormais régler cette amende par Internet. Une fois l'infraction relevée, le boîtier transmet directement les informations au Centre national de traitement de Rennes. Puis, la contravention est automatiquement envoyée par courrier à l'adresse de l'automobiliste. Expérimenté dès aujourd'hui et pendant 1 an, le PV électronique devrait surtout permettre à l'État d'augmenter le taux de recouvrement des amendes, passé de 50% aujourd'hui à 80%. Si l'expérience est concluante, à terme, le boîtier électronique devrait traiter près de 20 millions de PV par an.
Une curiosité maintenant et un fait politique aussi. Les partisans du retour du roi en France sont toujours là. L'héritier de la couronne de France, le prince Jean d'Orléans, 44 ans, se dit prêt aujourd'hui à régner. Il publie même un livre pour se faire connaître de ses sujets, entre guillemets, les Français. Alors qui sont les royalistes aujourd'hui? Ils sont quelques milliers, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Valérie Astruc, Lorraine Christophe-Lourd. Demandez l'action française. Ce sont les camelots du roi, les supporters de la monarchie française proche de l'extrême droite. Demandez l'action française, une vraie presse d'opinion, libre, royaliste et indépendante. Ce jour-là, dans leur revue, une page spéciale consacrée au prince héritier de la couronne de France. Vous connaissez le prince Jean? Du tout. Je pense que c'est un canular. C'est quoi en fait? C'est un gag? Marie-Caroline, bon, je te passe le prince, hein. Merci. Le prince Jean, le voici. Un livre en promotion, une émission à préparer, les grosses têtes de Philippe Bouvard. J'ai une grande passion pour le cinéma. Et en particulier le cinéma américain, on n'a pas besoin de réfléchir trop. Ses ancêtres roulaient en carrosse, les plus illustres, Saint-Louis ou Henri IV. Aujourd'hui, Jean de France vit de ses rentes et de quelques conférences sur le patrimoine. On va commencer par les portraits de famille. Loin des fastes de la cour, il nous reçoit dans son modeste 2 pièces parisien. C'était le petit-fils aîné de Louis-Philippe. Jean de France ne quémande pas les suffrages des électeurs, il voudrait plutôt monter sur le trône, mais il le dit tout bas. Oui, je prône la restauration de la monarchie. J'y crois fermement, mais après il faut être réaliste. Les premiers Capétiens n'ont pas fait la monarchie en un jour. Et vous, en combien de temps? Ça, je ne pourrais pas vous dire. C'est son grand-père, le comte de Paris, qui l'a désigné héritier en 87. Il n'avait que 22 ans. Je m'efforcerai d'être digne de la haute charge à laquelle m'invite le destin. Sur lui plane l'ombre du grand-père. Le comte de Paris était un acteur de la vie politique française. Aujourd'hui, le petit-fils a du chemin à faire. On ne parle de lui que lors des événements mondains. Il y a 20 ans, quand on parlait des royalistes, c'était ceux qui défendaient ou la légitimité du comte de Paris, ou qui étaient pour ou contre, mais certainement pas. Aujourd'hui, quand vous lisez les royalistes, c'est avant tout les partisans de Ségolène Royal. À Paris, au 5e étage d'un immeuble, se trouve encore la nouvelle Action royaliste, la branche classée à gauche. Ici, on vend bien le livre du prince Jean, sans enthousiasme. Il est bien très gentil, mais enfin, il n'est pas tellement connu. S'il avait été pistonné par son père ou son grand-père, mais lui tout seul actuellement... Bref, aujourd'hui, il y a bien un prétendant à la couronne de France. On l'appelle même Monseigneur. Monseigneur, voilà, avec un beau sourire, on remonte toute la tête. Ses partisans sont peu nombreux et croient à son retour, comme on croit au Père Noël. Un autre prince, maintenant un prince du violoncelle, Rostropovitch, est mort il y a 2 ans, mais il a laissé derrière lui un concours prestigieux qui récompense chaque année les jeunes musiciens les plus doués. Ils viennent du monde entier. Ce concours a lieu ces jours-ci. Reportage Isabelle Béchler, Olivier Robert. Massimiliano Martinelli. Ok, Massimiliano Martinelli. Ils étaient plus de 200 à vouloir concourir. Âge maximum, 30 ans. 70 ont été retenus et 64 se sont présentés à Paris. Ils sont européens à 60%, le reste se partage entre américains et asiatiques. Après l'inscription, il faut montrer son instrument à un expert, Jean-Jacques Rampal, qui va signaler au jury les violoncelles exceptionnels ou médiocres par souci de justice. Akito Goto numéro 32, 32. Le plus jeune vient d'avoir 14 ans. Il y a un Français de 15, une Américaine de 16, moyenne d'âge des concurrents, 22 ans. Je suis inquiet, mais je vais faire de mon mieux. Étant donné mon jeune âge, je prends ça plutôt comme une expérience. Mais c'est vrai qu'il y a du stress. L'ombre de Rostropovitch plane sur le concours. Ce que recherchait le maestro, c'est la musicalité et l'émotion avant tout. Il aimait la jeunesse, il aimait l'enthousiasme, il aimait les porteurs d'exception, il aimait les jeunes gens qui avaient quelque chose à dire. Edgar Moreau est un de ceux-là. C'est vraiment moi et le violoncelle, quoi. Et nous deux, on va tout faire pour que le public comprenne le message musical que je leur donne, en fait.
Le Benjamin, lui, n'aura pas convaincu le jury malgré sa jeune virtuosité. C'est fini pour Akito Goto. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la mort de Claude Lévi-Strauss, philosophe, anthropologue. Il s'était passionné pour l'étude des communautés humaines, des tribus amazoniennes aux sociétés occidentales, et il était considéré comme l'intellectuel français le plus influent dans le monde. Claude Lévi-Strauss avait 100 ans. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, gardez les parapluies. 20h35, un documentaire signé Patrick Rothman, Un mur à Berlin. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.